Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'apprentissage précoce des langues. Pour initier cet ouvrage, nous exposerons au chapitre 1 les différentes positions favorables à l'apprentissage précoce, en indiquant sur quels arguments elles sont fondées. Nous montrerons également les différences entre deux apprentissages distincts. Le naturel, déterminé par les besoins de communication dans la vie quotidienne, et l'institutionnel, établi sur des objectifs scolaires avec des performances à acquérir. Le chapitre 2 esquisse un profil des acteurs appartenant au monde éducatif. Ces acteurs ont des motivations et des objectifs distincts, et parfois contradictoires. Afin de définir le rôle de chacun, et en accordant une place importante à l'enfant de l'école maternelle, ce chapitre met en évidence quelques difficultés pour la mise en place de l'enseignement-apprentissage des langues à l'école maternelle, qui doit disposer d'une approche pédagogique spécifique et particulière pour que l'enfant puisse atteindre son autonomie et ainsi agir dans l'univers diversifié des langues. Le chapitre 3 est consacré au statut des langues étrangères dans la société, ainsi qu'à la représentation que celle-ci a des différents locuteurs, des préjugés, et de l'acceptation de la différence. Chapitre 1. Un argumentaire diversifié. Ce chapitre expose et analyse les arguments répandus et stéréotypés sur les besoins de l'apprentissage précoce des langues. Sous l'influence des résultats obtenus dans les études scientifiques dans les domaines de la linguistique, de la psycholinguistique, de la biologie et autres, les spécialistes de l'apprentissage des langues étrangères ne cessent de prôner un abaissement de l'âge pour l'introduction d'une, voire de plusieurs langues étrangères à l'école. Il aborde ensuite la question de l'enfant bilingue précoce, souvent cité en exemple dans l'argumentaire, et de l'éventuelle concurrence entre langue maternelle et langue étrangère, sans oublier l'approche économique et sociale apportée à la discussion. 1. Des théories croisées. En France, les arguments plaidant pour un apprentissage précoce des langues à l'école semblent être fondés d'une part, sur des travaux et des expérimentations dans divers domaines indépendants de celui de la didactique des langues, et d'autre part sur les aptitudes et performances des enfants bilingues. Or, ces arguments, régulièrement acceptés par un grand nombre de personnes, sont devenus des credos pour la défense d'un apprentissage, sans qu'ils soient pour autant confirmés scientifiquement. Se répand alors l'idée que l'échec de l'apprentissage des langues au collège, si échec il y a, est dû à un démarrage tardif de cet apprentissage en milieu scolaire, que la facilité d'acquisition d'autres langues que semble manifester un bilingue, est la preuve qu'il en sera de même pour l'ensemble des êtres humains pour arriver enfin au dit constat que les Français ne sont pas doués pour les langues. Sans vouloir présenter de manière exhaustive ce qu'on sait déjà des différentes théories favorables à l'apprentissage précoce des langues, il semble important de regarder de plus près certains des arguments parmi les plus connus et les plus répandus responsables de la demande d'apprentissage de plus en plus précoce. Depuis quelques décennies, le concept de sclérose de l'appareil phonatoire chez l'individu est sans doute la préoccupation fondamentale de ceux qui défendent l'abaissement de l'âge pour l'apprentissage des langues. En se focalisant sur le problème audio-phonatoire, Jean Petit explique dans ses travaux des notions sur les interférences dans l'acquisition morpho-syntaxique des langues étrangères. Il affirme que ces interférences sont plus limitées que dans l'acquisition phonique, en expliquant qu'il s'agit en réalité d'une sclérose de l'appareil phonatoire, faute de stimulation appropriée à un moment déterminé de la vie de l'individu, ce qui légitimerait, d'après lui, la nécessité de faire acquérir aux jeunes enfants francophones une deuxième phonologie avant que n'intervienne la dégénérescence de leur capacité d'acquisition phonique. Il parle notamment de la fossilisation de l'appareil phonatoire. Ce phénomène de fossilisation a d'ailleurs souvent été mis en avant pour défendre le fait que le développement phonologique relève d'une période critique. Daniel Gaonard le rappelle lorsqu'il fait allusion au problème de prononciation de certains adultes, en affirmant que le lien entre âge du début d'apprentissage d'une seconde langue et risque de fossilisation n'est pourtant pas clair, et ce dans les deux sens. 2006 pp 65 à 66. En fait, ce concept a été tellement diffusé que l'on peut aujourd'hui avoir oublié en quoi il consiste. Nous pouvons l'évoquer avec Daniel Gaonard, qui nous explique de la manière suivante. Tableau explicatif E1, le phénomène de fossilisation. Parallèlement,
D'autres observations concernent l'acquisition morpho-syntaxique et permettent de montrer les bonnes performances de l'adulte. À ce sujet, Jean Petit avance que dans l'acquisition morpho-syntaxique des L2S, les interférences semblent jouer un rôle nettement plus limité que dans leur acquisition phonique, et affirme que leur existence n'est pas moins réelle. Pour lui, les interférences jouent un rôle prépondérant dans l'acquisition phonique des L2S où la part des inerties acquises apparaît considérable. Ce rôle semble beaucoup plus accessoire dans l'acquisition morpho-syntaxique de ces mêmes L2S. 1987, page 188. Il est pourtant difficile d'établir actuellement l'ampleur de cet aspect physiologique dans le domaine de l'apprentissage des langues, car il est certainement très complexe et encore peu connu. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui multiplient des expérimentations, souvent limitées, pour tenter de définir son importance. L'une d'entre elles est évoquée par Daniel Gaonard, relatant certains résultats obtenus lors d'une épreuve de production orale réalisée auprès d'enfants âgés de 6 à 15 ans, apprenant l'anglais. Selon lui, il s'agit d'un problème fondamental et pour ce qui concerne les aspects morphologiques et syntaxiques des productions, les enfants réussissent mieux à partir de 10 ans. Pour ce qui concerne la prononciation par contre, les enfants de moins de 10 ans font preuve d'un meilleur taux de réussite. Daniel Gaonard, 1991, page 140. Guberina, cité par Daniel Gaonard, présente les différentes façons d'apprendre une langue étrangère. Tableau explicatif 2. Les différentes façons d'apprendre une langue d'après Guberina. Or, étant donné ce qui vient d'être évoqué, il semble légitime de s'interroger sur la pertinence des enseignements proposés aux enfants en milieu scolaire pour les langues étrangères. Si l'on accepte le point de vue selon lequel les enfants réussissent mieux à partir de 10 ans, les aspects morphologiques et syntaxiques des productions, à quoi servirait-il de commencer l'apprentissage des langues précocement à l'école maternelle ? La vraie question ne serait-elle pas de savoir à quel moment de la vie de l'enfant il faudrait privilégier telle ou telle approche pour favoriser tel ou tel apprentissage ? Pour Gilbert Dalgalian, grand défenseur de l'apprentissage précoce, l'argument audio-phonatoire ne devrait pas être le seul facteur à être pris en considération pour prôner le démarrage précoce d'une langue étrangère à l'école. Selon lui, l'adulte apprend une langue tandis que le jeune enfant construit une compétence car l'argument, quelquefois entendu, selon lequel les adultes unilingues, lorsqu'ils sont motivés, peuvent apprendre plus vite qu'un très jeune enfant et être plus rapidement performants dans l'apprentissage d'une nouvelle langue est certes vrai. Mais l'adulte apprend une langue parmi d'autres, tandis que le jeune enfant s'équipe pour la vie d'une compétence langagière et donc d'un équipement cérébral en 1, 2 ou 3 dimensions linguistiques et culturelles. Page 27-28. Et quant à l'enfant unilingue après 7 ans, la voie des langues ne lui est évidemment pas fermée. Elle suit un autre chemin. Il abordera les langues par la voie étroite, en s'appuyant sur les outils qu'il possède après la phase de stabilisation des synapses, les modèles et les ressources de sa langue maternelle. Gilbert Dalgalian 2000, pp 27-28, ceci révèle une position plus modérée qui évoque l'existence d'autres moyens d'aborder les langues auprès des enfants. Néanmoins, pour ce qui est de la stabilisation des synapses, ne vaudrait-il pas mieux faire preuve de prudence étant donné la complexité du système nerveux humain ? En fait, avec un réseau de connexions modifiables au cours de la vie et pouvant être renforcé ou éliminé, les recherches actuelles sur les synapses ne permettent pas encore d'affirmation définitive étant donné entre autres, qu'elles portent sur le système nerveux plus simple d'animaux invertébrés ou de certains mammifères. Larousse, 2004, votre mémoire, bien la connaître, mieux s'en servir, Larousse, Paris, page 58. La notion de construction d'une compétence pourrait être retenue ici comme un référentiel de départ pour démarrer les langues à l'école. Tout d'abord, parce que pour une construction il faut du temps avec des périodes de progrès, de recul, de stabilisation, de rectification, etc., en fonction de la stimulation de l'environnement. Par ailleurs, la compétence ne serait rien d'autre que la conséquence de l'aptitude à apprendre qui, selon Hélène Trocmé-Fabre, est la seule aptitude vraiment innée. Les autres se développent si les conditions optimales sont recherchées. 1987, page 231. Elle ajoute qu'on ne peut pas ne pas apprendre. Le désapprentissage ou le non-apprentissage révèle surtout une inadéquation entre les ressources, les motivations, les contextes et les méthodes. Hélène Trocmé-Fabre, 1987, page 231.
Si nul ne connaît l'itinéraire scolaire d'un enfant, ni l'utilisation future d'une langue étrangère apprise, ni même la langue qui lui sera nécessaire à l'avenir, alors ne faudrait-il pas se contenter de préparer l'enfant aux futurs apprentissages, autrement dit l'aider à construire une compétence d'apprentissage. 1.1 L'âge idéal. Il est difficile de préciser, en fonction des recherches actuelles et de façon définitive, âge idéal pour commencer une langue étrangère à l'école. Existe-t-il un âge critique pour l'apprentissage des langues ? Se demande Daniel Gaonard en affirmant que chacun de nous a une représentation, plus ou moins claire et plus ou moins explicite, de la façon dont les jeunes enfants réalisent des acquisitions linguistiques. Nous avons aussi un certain nombre de représentations sur ce qu'est apprendre une langue étrangère. 2006 page 9. L'auteur ajoute à propos de la notion de période critique venue d'abord de l'embryologie, qu'elle sert de référence pour interpréter des phénomènes liés à l'apprentissage, et que le poids de cette notion dans les débats théoriques sur l'enseignement des langues étrangères tient sans doute pour beaucoup aux références neurophysiologiques qui lui donnent un statut scientifique. 2006 page 11. Qu'est-ce que la période critique en embryologie ? Tableau explicatif 3. La notion de période critique en embryologie. Ces observations ont conduit à des théories du développement ontogénique et ont mis l'accent sur les relations entre l'inné et l'acquis, qui ont inspiré, nous rappelle Daniel Gaonard, certaines théories de l'acquisition du langage, des théories qui montrent l'interaction des déterminants biologiques du point de vue cérébral et de l'environnement de l'individu exposé à un modèle comportemental. 1.2 Comment justifier un démarrage précoce ? La perte d'une plasticité phonétique justifierait-elle un apprentissage intensif dès l'école maternelle ? S'agit-il d'une maladie au point d'envisager des remèdes ? Pour Jean Petit, qui parle de fossilisation phonologique, l'acquisition précoce d'une langue étrangère serait un remède pour éviter la dégénérescence de la capacité d'acquisition phonique. Selon lui, les remèdes existent. Ils peuvent avoir des formes différentes, mais ils ont tous un dénominateur commun. Il s'agit de faire acquérir à nos jeunes francophones une phonologie complémentaire avant que n'intervienne la dégénérescence de leur capacité d'acquisition phonique. Jean Petit, 1992, page 199. Ce traitement préconisé par Jean Petit remonte à 1992 et faisait allusion à l'apprentissage précoce à l'école primaire par rapport à l'école secondaire. Mais il est toujours d'actualité et pour beaucoup, il s'agit d'une raison suffisante pour défendre et demander le démarrage de l'apprentissage des langues à l'école maternelle. Et si un effet inverse se produisait ? Si le fait de démarrer très tôt un apprentissage intensif provoquait un épuisement ou même un désintérêt pour les langues, avec peut-être une ouverture phonologique mais une inertie pour l'acquisition morphosyntaxique ? L'apprentissage scolaire demande que l'on s'interroge sur les méthodologies adoptées afin d'assurer une continuité des enseignements abordés en maternelle, car comme le constatent Michel Candelier et Gisela Hermann-Brenneck, en ce qui concerne les compétences des enfants, après une durée importante de l'enseignement scolaire des langues, il semblerait qu'une certaine lassitude s'installe dans la durée et ils affirment que l'on s'accorde souvent à constater l'existence, après quelques années d'apprentissage scolaire une même langue, d'un palier caractérisé par une stagnation des compétences. Les progrès réalisés sont maigres, et n'apparaissent pas justifier les efforts consacrés. C'est aussi l'avis des participants à un colloque franco-allemand, qui situe l'apparition de ce palier à la 5e ou 6e année d'études. Ils proposent en conséquence de limiter l'enseignement scolaire des langues à cette durée, et d'utiliser le laps de temps ainsi libéré à des formules souples d'apprentissage d'autres langues, parmi lesquelles ils entendent seulement l'enseignement de compétences partielles dans des langues voisines. Michel Candelier, Gisela Hermann-Brenneck, 1993, page 201. Cette constatation pourrait déterminer que l'utilisation des formules souples aurait par exemple une certaine légitimité en début de parcours. Démarche qui respecterait l'évolution des facultés cognitives des enfants. Toujours d'après Michel Candelier et Gisela Brenneck, qui commentent les observations de quelques recherches neurophysiologiques, le seul domaine où l'apprentissage précoce serait favorable est celui de la prononciation. Et ils ajoutent que différentes expérimentations ont montré que concernant la rapidité des progrès ou de l'acquisition de capacités grammaticales,
les études convergent pour montrer la supériorité d'apprenants plus âgés. Celle-ci s'explique par l'évolution même des facultés cognitives. Ils disposent de possibilités de déduction plus étendues, d'une conscience métalinguistique plus développée, peuvent mieux reconnaître et corriger leurs propres erreurs et celles d'autres apprenants, sont plus à même d'éviter des interférences cognitives, d'analyser et de généraliser, s'appuient sur une mémoire plus grande et un arrière-plan plus large lors de l'interprétation des énoncés, investissent de façon plus consciente et plus économique des stratégies de mémorisation et de résolution de problèmes, comprennent mieux les abstractions et leurs relations et font un usage plus ciblé de la connaissance de leur première langue pour en acquérir une seconde. Michel Candelier, Gisela Hermann Brenneck, 1993, page 197. Hélène Trocmé-Fabre rappelle également que les chercheurs en neurologie et en psychologie montrent que le développement cérébral se fait par poussées et paliers, et que les périodes de pointe sont 3, 7, 11 et 15 ans. Elle poursuit en disant qu'il serait important d'éviter des apprentissages intensifs pendant les périodes dites creuses, car le cerveau a une capacité réduite de réflexion et de créativité. À 15 ans, un apprenant mettra 4 fois moins de temps à acquérir les mêmes données qu'à 13 ans. Il vaudrait mieux, dans ces conditions, retarder certains apprentissages et utiliser les périodes de ralentissement pour assurer la consolidation des acquisitions antérieures, proposer des activités concrètes et encourager l'apprentissage expérientiel. 1987, page 54. 2. Bilinguisme précoce et unilinguisme. La diversité de concepts qui agencent le débat en faveur ou en défaveur de l'apprentissage très précoce des langues est fondée principalement sur l'observation des performances des enfants bilingues. Que signifie-t-il être bilingue et plus précisément bilingue précoce ? Georges Ludy définit l'acquisition précoce selon 2 types différents, simultanée et successive. La première est celle qui expose l'enfant de moins de 3 ans à différentes langues, étant donné son environnement familial, et dans son exemple d'une mère chinoise, d'un père francophone et d'une nourrice anglophone, il explique que dans un premier temps l'enfant mélangera les langues, mais qu'à partir de l'âge de 2 ans, il commencera à différencier par exemple, entre langue de papa et langue de maman, et à exploiter ses ressources en fonction des interlocuteurs. CRINI 2005, page 15. Dans le bilinguisme successif, la L2 est acquise après le seuil qu'il détermine à 3 ans. Pour lui, ce bilinguisme est spontané et naturel, dans une interaction avec le milieu social, parfois à l'aide de dispositifs pédagogiques variés allant de groupes de jeux bilingues jusqu'aux classes de langue formelle à l'école, en passant par des classes dites d'immersion. CRINI 2005, page 16. Il s'agit de 2 systèmes d'acquisition qui semblent donner des résultats différents, puisque pour le premier, il établit que l'enfant est capable de séparer les langues et de déconnecter presque l'une en parlant l'autre. Et dans le second cas, le bilinguisme résultant peut être stable et s'affermir avec l'âge. La L2 peut aussi rester à l'état de compétence approximative et se fossiliser. Dans l'autre extrême, elle remplace la L1 comme langue dominante. CRINI 2005, page 16. L'activité langagière de l'enfant bilingue a donné lieu à un nombre considérable de recherches, dont les résultats indiquent que ces enfants semblent être capables de construire une deuxième voix, avec une certaine facilité. Car en développant la capacité de comprendre la complexité et la différence entre 2 systèmes différents, ils améliorent leurs compétences analytiques. Ceci leur accorde une plus grande prédisposition à acquérir d'autres langues, étant donné que selon par exemple, Gilbert Dalgalian, les neurones sollicités par l'activité d'une double acquisition restent vivaces. L'oreille demeure renforcée pour discerner des phonèmes venus d'ailleurs, puisque l'enfant bilingue possède déjà un appareil phonatoire qui présente une souplesse dans 2 systèmes linguistiques, ainsi que 2 répertoires lexicaux. Cet enfant semble donc avantagé par rapport à un enfant unilingue, considérant le fait que posséder 2 langues serait un critère déterminant pour acquérir, avec facilité, une troisième, en milieu scolaire. Gilbert Dalgalian dit en ce sens que le bilingue dispose d'une oreille plus performante grâce à la maîtrise de 2 systèmes, d'un appareil phonatoire, articulation, intonation, à l'aise dans 2 systèmes, d'un double stock lexical, de 2 répertoires distincts, et surtout d'une conscience sémantique riche, et pour couronner le tout, de l'habitude d'associer chaque langue à des façons de faire, de dire et de vivre différentes. Gilbert Dalgalian 2000, page 31.
Daniel Gaonard considère néanmoins qu'il faut relativiser les déficits liés aux compétences linguistiques acquises tardivement. Voici son explication. Tableau explicatif E4. Relativiser les conclusions. 2.1. Quelques inconvénients du bilinguisme. Bien que le plurilinguisme précoce soit considéré comme une marque positive, Georges Ludy est d'avis que le bilinguisme n'offre pas que des avantages. Il pense que sans le suivi nécessaire, l'éducation bilingue peut faire apparaître un certain nombre de problèmes, où l'on voit l'enfant hésiter dans sa production, ou même juxtaposer deux langues, ce qui provoque un affaiblissement de ses compétences en L1. Ces phénomènes ne sont pas liés aux capacités des enfants, mais à un nombre considérable de variables telles que le changement d'environnement, des méthodes pédagogiques inappropriées, etc. Ainsi, il est facile de remarquer que même un enfant amené à manipuler deux ou plusieurs langues, dès son plus jeune âge, n'est pas à l'abri d'une défaillance dans l'acquisition. De telles constatations provoquent parallèlement certaines résistances vis-à-vis d'un enseignement précoce des langues, en milieu scolaire. Étant donné que le système éducatif français est fondé traditionnellement sur l'unilinguisme, et malgré l'effort de l'introduction d'une première langue étrangère à l'école primaire, tous les avis ne convergent pas vers une large promotion d'un multilinguisme scolaire. Certains craignent par exemple une concurrence avec l'acquisition de la langue maternelle, d'autres, une surcharge cognitive qui demanderait un effort intellectuel important de la part des jeunes enfants. Comme à l'école, l'enfant unilingue francophone est en plein apprentissage formel de sa langue maternelle, certains pensent qu'une langue étrangère peut être source de difficultés. C'est du moins l'avis de Marie-Françoise Jean-Jean et Jacqueline Massonnet, qui, en résumant leurs préoccupations en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère ou régionale, affirment que, conçue comme une ouverture à d'autres modes de vie et de culture au titre d'une découverte du monde élargi, cet apprentissage peut sembler légitime. Toutefois, l'introduction d'une langue supplémentaire qui entre en concurrence avec l'apprentissage de la langue maternelle et du français comme langue de communication et d'apprentissage des connaissances de base apparaît bien ambitieuse, compte tenu des compétences à atteindre en fin de maternelle. Marie-Françoise Jean-Jean, Jacqueline Massonnet, 2001, page 81. Cet aspect concurrentiel, ne serait-il pas un peu excessif étant donné qu'il n'existe toujours pas de preuves scientifiques pour corroborer cette affirmation ? Toutefois, les auteurs ne contestent pas la légitimité d'aborder les langues dans le sens d'une découverte du monde. Cette optique écarte ainsi la notion d'apprentissage formel et s'oppose également à des initiations cherchant à donner une compétence communicative aux enfants. Nous pouvons essayer ici d'établir une distinction entre ces deux types d'approches. Par compétence communicative, il faut entendre celle qui contraint l'enfant à être capable de répondre aux sollicitations de l'adulte en se faisant comprendre, ainsi que de prendre l'initiative d'un échange en sachant le conduire en langue étrangère. L'option découverte des langues pourrait être conçue comme une chance pour deux types de publics correspondant à deux types de situations. Pour les enfants des régions frontalières ou de forte migration, une façon d'exploiter les langues dites de proximité. Pour les autres enfants, une façon de découvrir l'existence d'autres rythmes sans être immergé dans un bain linguistique, mais tout en restant attentif à la diversité. 3. D'autres arguments pour convaincre. Depuis quelques années, une conception didactique, fondée sur l'approche communicative, constitue la position dominante pour l'enseignement des langues étrangères. Il convient de rappeler les principes de cette approche, avant d'exposer d'autres arguments avancés en faveur de l'apprentissage précoce des langues. Tableau explicatif E5, l'approche communicative. L'approche notionnelle-fonctionnelle a probablement donné lieu à une diffusion d'arguments liés à l'utilité de l'apprentissage des langues. En fait, l'aspect physiologique n'est pas le seul argument avancé afin de justifier un apprentissage précoce à l'école. Des arguments socio-économiques sont venus amplifier la polémique, une vision utilitaire de la société, encourageant la banalisation de l'apprentissage des langues dès l'école maternelle. Ces arguments prennent appui sur des positions qui évoquent l'internationalisation des professions, la libre circulation des personnes avec une mobilité des populations, l'expansion des médias, en somme une globalisation qui engendrerait des besoins croissants en ce qui concerne les compétences en langues étrangères. De tels raisonnements aboutissent à la demande d'un apprentissage très précoce,
ainsi que d'une diversification du choix linguistique. Certains observateurs de ce cadre de mondialisation économique font remarquer que, sur le plan éducationnel, la politique visant une diversification linguistique pour l'apprentissage des langues en Europe et en France est encore très insuffisante et inadéquate. D'après Gilbert Dalgalian, pour qu'une politique linguistique appropriée et pour qu'une démocratisation du savoir s'installe, la solution serait une nouvelle politique linguistique éducative, un véritable apprentissage précoce et généralisé des langues ouvrant sur une formation plurilingue tout au long de la vie, et qui échapperait au nivellement par deux mesures conjointes. A. L'obligation réelle dans l'Union européenne d'au moins 2 langues vivantes pour tous avant la fin des études secondaires. B. La généralisation progressive d'une langue seconde, précoce, intensive et transdisciplinaire, bien maîtrisée du secondaire. Gilbert Dalgalian 2001, page 136. Certains enseignants qui agissent sur le terrain, pour un avenir diversifié des langues, orientent la réflexion vers l'importance de cette diversité linguistique en défendant que les élèves d'aujourd'hui sont appelés à vivre et à travailler dans une Europe communautaire, multiculturelle et plurilingue. Étant donné la libre circulation des personnes et un marché de l'emploi qui dépasse les frontières nationales, les jeunes Européens vont devoir maîtriser plusieurs langues et surtout pas tous les mêmes langues. Marie-Agnès Maurice, CRINI 2001. Cependant, parler de diversité conduit inévitablement à la question du choix, et donc à la manière d'aider les enfants à élargir leurs options en termes de langues étrangères. Dans ce sens, une initiation précoce afin d'informer les enfants sur les différentes langues vivantes existantes serait pour Marie-Agnès Maurice une manière de les aider à diversifier le choix. Puisqu'un enfant ne choisit jamais une langue qu'il ne connaît pas, il faut lui faire découvrir et apprécier la riche diversité des langues qui lui sont proposées. CRINI 2001, page 117. Ce choix n'est pas anodin, et ne peut pas être le même au collège et à l'école maternelle, pour des raisons qui seront traitées ultérieurement en chapitre 3. Pour l'instant, il s'agit de développer davantage le dit besoin de l'introduction précoce des langues, fondée selon le point de vue socio-économique, en essayant d'établir si cet argument peut suffire à l'incitation à un démarrage moins tardif de cet apprentissage. Dès lors, une question se pose. Comment justifier en France l'importance de cet apprentissage auprès de tous ceux dont les catégories professionnelles n'exigent pas la connaissance d'autres langues hormis le français? Puiser des raisons valables pour apprendre des langues dans l'internationalisation des échanges peut s'avérer vain lorsqu'on analyse les contacts que peut avoir le citoyen français avec l'étranger. En dehors des grandes agglomérations, quels sont ces contacts? Combien sont-ils à être concernés par le marché international du travail, ou même par les voyages à l'étranger? Outre la motivation professionnelle, les voyages touristiques servent également d'argument incitateur. Mais les Français sont-ils aussi nombreux à partir en voyage à l'étranger? Selon les indices de l'INSEE, il semblerait que longtemps jugés casaniers, les Français partent aujourd'hui de plus en plus à l'étranger, mais il s'avère que le français reste d'abord en France, dans près de 75% des cas. La grande majorité des déplacements se font donc en France, même si la part des séjours à l'étranger progresse. Un quart à peine choisit de partir hors des frontières et 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances, dont 33% d'ouvriers, 30% de retraités, 12% des employés. Certains voyagistes, Opodo, Rafour affirment que ce sont les cadres qui partent le plus, mais sur l'ensemble des voyages passant par des prestataires, ce sont les retraités qui représentent la principale catégorie de voyageurs vacanciers vers l'étranger, près de 40% de la clientèle des agences. C'est derrière cette tranche de population qu'arrivent les cadres et les professions libérales, avec 35% des acheteurs de prestations touristiques. Les destinations préférées étant l'Afrique du Nord ou les États-Unis, des données qui peuvent varier d'une année à l'autre en fonction de l'actualité politique, économique ou même épidémiologique. L'activité touristique ne semble pas favoriser singulièrement l'apprentissage des langues, étant donné que 50% des vacanciers français, conditionnés par la société de consommation, souhaitent le plus souvent des formules de voyage bien organisées à l'étranger, choisissant le tout compris, donc très uniformisées et encadrées par des professionnels du tourisme, qui font souvent la liaison entre les individus du pays d'accueil et le touriste qui, à quelques exceptions près, reste quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge linguistiquement.
Les données qui viennent d'être présentées demandent une dernière analyse avant de conclure. Il semble en fait intéressant de reprendre la comparaison faite par Daniel Gaonard entre les avantages et les inconvénients des apprentissages précoces. Tableau explicatif E6. Avantages et inconvénients des apprentissages précoces. Conclusion. D'un côté, certains parlent de la période physiologiquement favorable pour apprendre une langue, même si quelques-uns se soucient des conséquences du bilinguisme voire du plurilinguisme pour le développement émotionnel et social des enfants lors de l'apprentissage précoce. De l'autre côté, on souligne l'importance de la diversité linguistique qui, pour exister, doit être offerte à l'enfant le plus tôt possible. Examinant l'argumentaire traité dans ce premier chapitre, il est aisé de remarquer que dans la société, préconiser l'apprentissage précoce des langues, c'est se fonder sur des hypothèses, des recherches scientifiques qui ne sont pas liées directement à la didactique des langues et sur des vécus personnels, souvent des bilingues ou plurilingues qui ont acquis simultanément les langues. Cependant, parmi les critères utilisés pour aborder le sujet, n'aurait-on pas oublié de faire une analyse systémique des vrais besoins pour encourager cet apprentissage ? À force d'entendre depuis des années les mêmes arguments, qui se limitent à abaisser l'âge auquel les enfants devraient entamer l'apprentissage d'une langue, afin de favoriser son acquisition, n'aurait-on pas omis également de fixer des objectifs tangibles en établissant des bases concrètes et adaptées aux jeunes enfants en construction ? Chapitre 2. Les acteurs. On examinera dans ce chapitre quelques traits caractéristiques des acteurs qui participent à l'apprentissage en milieu scolaire. Ces traits donnent lieu à de nombreuses réflexions sur la mise en place d'un enseignement très précoce des langues. Tout d'abord les enfants, qui dans leur diversité doivent apprendre à agir dans le milieu scolaire, un milieu différent de celui auquel ils sont habitués et qui exige l'acceptation de différentes règles, de différents comportements, de différentes attitudes, etc. C'est en effet la découverte d'un nouveau milieu qui, comparé et évalué par l'enfant, aura son acceptation ou son refus. Ensuite, le point est axé principalement sur les parents et sur leur relation avec l'école, en mettant en évidence les soucis et les exigences à l'égard de leurs enfants et du milieu scolaire. Les parents, au même titre que les enfants, sont confrontés à des changements, car ils sont obligés d'accepter l'influence de ceux qui accompagneront l'enfant dans sa construction. Ce partenariat ne se fait pas toujours sans conflit puisqu'il faut être confronté à d'autres valeurs, attitudes, cultures, habitudes, etc. Et enfin l'école en tant qu'institution éducationnelle, qui est toujours présentée comme étant une structure compacte et homogène, alors qu'elle est constituée par un nombre important d'acteurs avec des rôles différents et parfois contradictoires. 1. Les enfants. Les enfants dont il est question à l'école maternelle sont âgés de 3 à 6 ans. Leur développement se fait bien entendu par étapes, avec une progression croissante dans la période de l'année scolaire. Ceci paraît évident à rappeler, mais ce rappel semble nécessaire pour bien préciser que certaines approches réalisées en début d'année ne connaîtront pas la même réussite qu'à la fin de l'année. Ainsi, la connaissance du développement de l'enfant est un critère indispensable pour construire une pédagogie d'apprentissage adaptée à cette tranche d'âge. En conséquence, les différents stades du développement seront seulement évoqués ici, car ces divers domaines neurologiques, psychologiques et langagiers demandent des connaissances approfondies que le didacticien, l'enseignant, les parents ne possèdent pas. Il s'agit donc de saisir l'ensemble des étapes d'acquisition des enfants, afin de constater à quel point les objectifs et les approches doivent être établis différemment selon l'âge. Les stades du développement neurologique sont le stade sensorimoteur, de 0 à 18 ou 24 mois, correspondant au passage d'une activité réflexive à une activité volontaire. À cette période, l'enfant relie des perceptions entre elles, comme par exemple l'orientation d'un son, l'identification de la voix de sa mère, la discrimination des sons verbaux et des sons non-verbaux. Le stade préopératoire, de 2 à 6 ans, caractérisé par les fonctions sémiotiques et l'utilisation des signifiants. Cette période marque plusieurs changements où les capacités auditives se développent considérablement. Cette période est marquée également par l'augmentation des capacités d'anticiper des gestes et de prévoir leurs conséquences. Le stade des opérations concrètes, entre 8 et 12 ans,
période correspondant au développement de la capacité de l'enfant à objectiver, à maîtriser les opérations logico-mathématiques et la sériation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.